Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom « Comment raconter une histoire captivante avec votre CV ». Ce séminaire se tournera autour de l'étude de cas, partir d'un CV classique pour bâtir un CV qui raconte une histoire captivante. Tout cela avec Patrick Najapa, expert RH, coach, auteur et animateur de podcast. Accordons maintenant la parole à Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Malak. J'hésite un peu. Est-ce que je dois mettre ma caméra? C'est pas nécessaire parce que je vais présenter, n'est-ce pas? C'est comme vous le voulez, monsieur. Si vous voulez la mettre, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas, il n'y a également pas de problème. OK. Bon, puisque je vais faire le partage d'écran, ça peut ne pas être utile d'ouvrir la caméra. Donc, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir convié à cette présentation. Parler de CV, c'est toujours quelque chose de très important parce que c'est un peu comme cette carte de visite qui permet que les gens puissent nous appeler. Et donc, il est important que la carte de visite qu'on utilise, qu'on distribue un peu partout, soit une carte de visite suffisamment captivante. Qu'en regardant la carte de visite, qu'on ait envie de nous appeler. C'est donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Non pas qu'on va essayer, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec cette présentation. Je partage mon écran tout de suite. Donc, on va se demander comment est-ce qu'on peut transformer son CV en une histoire captivante pour propulser sa carrière. Et très souvent, on voit des CV que j'ai envie d'appeler des CV classiques qui sont simplement un ensemble d'informations ou bien une liste de tâches ou une liste de responsabilités. Ça ne parle pas vraiment, ça ne capte pas vraiment, ça ne captive pas vraiment. Il est donc question ici de trouver le moyen de faire qu'on passe de cette option classique-là à une option un peu plus captivante. Mais avant d'y arriver, peut-être que je peux compléter un peu la présentation de Mala tout à l'heure. Donc, je suis Patrick Najapa. Je vis au Canada depuis 10 ans maintenant. J'ai environ 20 ans et plus en termes de gestion des ressources humaines dans l'expérience. J'ai travaillé pour les entreprises locales quand j'étais au Cameroun. Je suis originaire du Cameroun et les entreprises multinationales aussi, donc tant au Cameroun qu'ici au Canada où je suis actuellement. Et donc, cette entreprise-là, ça touchait plusieurs pays, plusieurs industries. Et donc, la logistique et transport, le pétrole, les brasseries, l'assurance, placement du personnel ou bien ce qu'on appelle couramment chasseur de tête. Et pendant que j'étais en entreprise, j'ai couvert un ensemble de postes. Je commençais comme stagiaire pour finalement devenir consultant junior en entreprise. Je suis marié, j'ai 3 filles, je joue de la guitare et j'aime chanter du gospel. Donc, ça, c'est pour me présenter un peu et dire qui je suis. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? L'objectif, c'est de combler l'écart qu'il y a entre l'histoire qu'on a effectivement vécue et l'histoire que le CV raconte. Parce que j'ai souvent reçu des gens en entreprise, en entretien, qui arrivaient et lorsqu'on regardait ce qui était écrit sur le CV, il y avait comme un écart avec l'histoire qu'ils racontaient. Parce qu'il y avait tellement de choses qu'ils ont vécues, tellement d'impacts qu'ils ont créés au quotidien, mais qui n'étaient pas traduits de façon efficace sur le CV. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de réussir à combler cet écart-là. Et donc, mon intention, c'est de partager des conseils pratiques pour améliorer immédiatement votre CV. Donc, c'est véritablement un atelier. Ce n'est pas un cours pratique théorique. Je veux dire, ce n'est pas un cours théorique, mais c'est un cours pratique. Et je souhaite que dès la fin de cette présentation, que vous sachiez déjà exactement quoi faire pour que votre CV prenne une autre allure. Et donc, on va s'adresser aux professionnels, à ceux qui cherchent de l'emploi et ainsi de suite. Je comprends que votre temps est très utile et c'est une partie de votre vie que vous me confiez. Et donc, question que j'en fasse bon usage et que je vous donne des informations vraiment, vraiment utiles. Donc, on va commencer par parler de l'importance du storytelling dans un CV. On va parler des principales caractéristiques du storytelling dans un CV. On va parler de la méthode de Sherlock Holmes. On va prendre quelques questions et donner quelques réponses aussi. Alors, voici un premier exemple. J'en aurai 2 comme ça. Voici un premier exemple de ce que j'appelle CV classique.
Comme on voit bien, c'est un ensemble d'informations, c'est une liste d'informations. OK? Ça peut être tout petit pour vous, mais voilà, par exemple, participer à la définition de la stratégie. OK? Conseiller les recruteurs, ce genre de choses-là. C'est vraiment une liste qu'on est en train de faire. Ça ne raconte pas vraiment une histoire. Si je suis recruteur, je reçois un CV comme celui-ci, j'ai simplement l'impression qu'on a copié la description de poste ou bien l'offre d'emploi et on l'a collé ici sur le CV. Ce n'est pas vraiment efficace, ce n'est pas vraiment utile. Et cette partie qu'on appelle compétences, compétences, connaissances, langue, qualité, c'est encore une liste d'informations, une liste de données. Il faut qu'on réussisse à raconter une histoire pertinente avec ça. Okay? Cette personne, par exemple, avec qui j'ai travaillé, elle avait mis son nom, elle avait mis son âge, elle a mis sa nationalité, ces informations extra dont on n'a pas véritablement besoin. Okay? Un autre CV qu'on a travaillé, mon équipe et moi, par exemple, c'était celui-ci, qui est un peu mieux, qui est légèrement mieux que le précédent, parce que le précédent, on voit, c'est une liste d'activités, alors qu'ici, quand même, on voit qu'il a pris la peine de penser aux réalisations, okay, pour dire ce qu'il a fait. Il a mis des chiffres. Donc, ça commence à devenir intéressant, mais on n'y est pas encore vraiment. Et on va voir tout à l'heure comment améliorer ça. Et lui, il a pris la peine de mettre sa photo, il a mis son nom, la ville dans laquelle il réside, le contact. Mais bon, on va voir comment on peut améliorer tout ça. Avant d'entrer donc dans cette phase pratique avec les deux CV, c'est quoi l'importance du storytelling? La première chose, c'est que le storytelling dans un CV le rend plus mémorable parce qu'il raconte une histoire. Okay? On peut regarder un film d'1 heure ou de 2 heures ou même de 3 heures et on reste captivé, on reste scotché parce qu'il y a une série d'événements qui se produisent. Il y a une histoire qui se passe et on a envie de voir la suite. Quand on regarde des séries télé, par exemple, on se rend compte que quand un épisode finit, on s'arrange toujours à terminer l'épisode à un moment où il y a un suspense pour que les gens aient envie de revenir. Okay, donc c'est donc ça ici l'intérêt avec le storytelling, raconter une histoire, pour que le lecteur, notamment le recruteur, ait envie de lire le CV. Peu importe la longueur du CV, il aura envie de lire parce qu'il y a une histoire qui est racontée. Et donc, quand cette histoire est racontée, exactement comme avec les films, ça provoque des émotions en nous. Et ce sont nos émotions qui nous poussent à l'action. Toutes les actions que nous prenons, toutes les activités que nous menons sont alimentées par les émotions que nous ressentons. Donc, il faut qu'on soit capable, à travers le CV, de déclencher ces émotions-là en notre recruteur pour qu'il passe à l'action et donc pour qu'il nous appelle. Et finalement, quand on utilise le storytelling dans son CV, ça façonne la perception de qui nous sommes. Okay? Parce que ça nous positionne d'une certaine façon. Donc, ce storytelling-là permet aussi de travailler sur notre image de marque. Parce que l'histoire qu'on raconte nous positionne dans un certain statut et force le respect et l'admiration. Okay? Donc, voilà les 3 éléments qui nous font penser que le storytelling est très, très important dans le CV. Maintenant, si vous avez votre CV avec vous, vous pouvez le sortir et puis on va y aller pas à pas ensemble. Le premier élément que j'aime aborder quand je travaille sur un CV et je veux le rendre un peu plus percutant, c'est le titre. On va se rendre compte que sur le CV de gauche, par exemple, la dame avait juste mis gestionnaire des ressources humaines, 13 ans d'expérience. C'est le titre qu'elle avait donné. Mais ce n'est pas très captivant. Ça ne dit pas grand-chose d'elle. Donc, ce que nous avons fait, c'est ce que vous pouvez faire aussi avec votre CV, c'est, bon, peut-être que je devrais dire, hein, dépendamment des pays, peut-être que dans certaines cultures encore, c'est recommandé de mettre les photos. Mais ici au Canada, par exemple, c'est strictement interdit de mettre des photos ou de mettre des informations personnelles comme marié, mère de tel nombre d'enfants, père de tel nombre d'enfants, la religion, tous ces éléments sont des éléments personnels qu'on ne met pas sur le CV. Et je crois que dans beaucoup de pays, c'est la même chose. Ok?
OK? Donc, la culture peut parfois influencer la façon avec laquelle le CV est géré en termes d'informations, de type d'informations qu'on peut y mettre. Mais de façon générale, il y a des informations qu'on n'a pas besoin de mettre. Ça ne raconte vraiment pas une histoire. Donc, quand on a travaillé sur ce CV, on s'est rendu compte qu'en fait, elle postulait pour chef de bureau des ressources humaines. C'était ça l'offre d'emploi. Mais elle avait préféré mettre gestionnaire des ressources humaines. Mais c'était trop vaste, c'est trop vague. Donc, il faut déjà être précis à ce niveau-là. Et très souvent, le poste qu'on met ici, c'est le poste qui vient de la vie de recrutement ou bien de l'offre d'emploi. Okay? Ce que nous avons donc fait, en plus d'améliorer ce titre, nous avons ajouté des descriptifs. Par exemple, stratège en acquisition de talent, accélératrice de performance, innovatrice. Et tout ça, ce n'est pas des choses créées, inventées. C'est en étudiant son CV, en étudiant son parcours, qu'on s'est rendu compte que, mais attends, cette personne-ci devrait mieux se présenter comme un stratège en acquisition des talents parce que son histoire, parce que son expérience passée démontre qu'elle a longtemps travaillé dans ce domaine et elle peut véritablement se positionner comme stratège en acquisition de talents. Elle a également travaillé avec des équipes et les a aidées à améliorer leur performance en tant que gestionnaire des ressources humaines. Elle a également, dans ses activités au quotidien, démontré qu'elle pouvait être innovante dans ses stratégies, dans ses approches et ainsi de suite. Okay? C'est pour ça que j'ai dit ici que le storytelling façonne la perception de qui vous êtes. Parce que quand on raconte, par exemple, cette histoire en disant « je suis stratège en acquisition de talent », directement, on vous voit différemment. Parce que simplement, le mot stratège modifie la perception qu'on peut avoir de vous. Okay? Donc, nous, quand on travaille sur le CV, donc, on se rassure que le titre est suffisamment évocateur. Parce que le recruteur n'aura pas toujours le temps ou bien envie de lire tout ton CV. Il y a donc la première page du CV, ou bien les 3/3, ou bien je veux dire les 3/4 de la première page du CV doivent absolument attirer l'attention du recruteur. C'est pour ça que d'entrée de jeu, on se débarrasse de tous les superflus, Skype, ces choses-là, nationalité, le nom, l'âge, on enlève tout ça. On va droit à l'essentiel. On veut gagner du terrain. On veut occuper l'espace avec des informations utiles. On donne le nom, on donne le prénom, on donne le numéro de téléphone parce qu'on aura besoin de nous appeler. On dit l'adresse email parce qu'on aura besoin de nous écrire et directement vif du sujet. OK? Donc, premier élément, quand on améliore son CV, c'est le titre. Quel est le bon titre qu'on met? Il ne s'agit pas de mettre un titre générique, mais de mettre un titre qui correspond à ce que l'entreprise est en train de rechercher. Parce qu'il faut parler le langage de l'entreprise. Si on dit une chose qui ne correspond pas à ce que l'entreprise recherche, ben, elle ne comprendra pas et donc elle ne verra pas que vous êtes la bonne personne pour le poste qui est disponible. Donc, il faut parler le langage et ajouter des descriptifs comme ceux-ci en bas pour nous positionner davantage. On a fait la même chose avec le second CV. Au lieu de mettre ces informations, photos et autres, on est revenu, on a mis le nom, le prénom, téléphone, email. Lui, il appliquait, il postulait pour un poste de directeur de la satisfaction client. Okay, donc, on met cette information parce que c'est ce que l'entreprise recherche, donc elle va mieux comprendre. Et on met en bas ce descriptif pour justifier ce positionnement de directeur de la satisfaction client. Okay? Donc, orienter rentabilité du portefeuille. Donc, quand il a un portefeuille client, il se bat vraiment pour que ce portefeuille-là soit rentable. Et l'une des activités, des actions, c'est de se rassurer que la clientèle est satisfaite. Okay? Et après, il est architecte. Donc, ces mots ne sont pas choisis au hasard. Parce que quand on dit architecte, on imagine quelqu'un qui va en profondeur dans la conception des choses, quelqu'un qui a de l'imagination, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui est visionnaire. Donc, quand nous on choisit ces mots architecte, c'est ce que je vais vous encourager aussi à faire, allez chercher des mots qui vont tout de suite créer dans l'esprit de celui qui lit votre document une image claire et puissante. Okay? Stratège, accélératrice, innovatrice, ça crée une image dans l'esprit. Okay? Architecte,
fidélisation client, ça crée une image. Manager, coach, parce que cette personne particulièrement, il avait pour mission de former des équipes qui allaient sur le terrain rencontrer les clients au quotidien. Donc, c'est un manager, mais il y a aussi une dimension coaching dans son approche managériale. Et ça permet donc qu'on puisse le voir différemment. Donc, première chose, c'est de se rassurer que le titre correspond effectivement à ce que l'entreprise recherche. Et deuxième chose, ajouter le descriptif sous le titre pour davantage se positionner. OK? Maintenant, quand on a fini avec le titre, le deuxième élément, c'est le résumé exécutif. Très souvent, les gens mettent juste après ces informations-ci, Skype et autres, ils mettent souvent ici objectif et ils disent un ensemble de choses. Cette personne n'avait pas fait ça, elle a plutôt préféré mettre les compétences, qualités, connaissances et langues, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on lui a proposé, c'est de dire, écoute, au lieu de mettre par exemple 13 ans et 13 années d'expérience ici, on va plutôt aller récupérer les informations que nous avons ici et celles qu'on va trouver dans les différentes sections, c'est-à-dire, je vais rentrer un peu sur son CV. Donc, on va récupérer ces informations-ci et celles qu'on va trouver ici. Donc, en fait, on fait un résumé de toutes ces compétences et de toutes ces réalisations qu'on peut retrouver ici. On récupère ça et on vient construire ce paragraphe. Ce paragraphe a pour objectif d'asseoir le positionnement de ce candidat. C'est-à-dire que quand le candidat arrive, quand le candidat donne son CV, on doit comprendre que les descriptifs qu'on a mis ici n'ont pas été mis au hasard. Elle est stratège en acquisition client parce que ça fait au moins 13 ans qu'elle fait ça. Donc, ça fait des années qu'elle a exercé en tant que RH. Elle a travaillé sur plusieurs pays et sur plusieurs sites à la fois. Okay? Elle a déjà bouclé 150 recrutements réussis. Okay? Elle a dirigé des équipes de 22 personnes. Donc, ce paragraphe a aussi pour mission d'appuyer ce qui est ici. Ça veut donc dire que si le recruteur n'a pas le temps d'aller plus loin par rapport à votre CV, il devrait simplement, en lisant ceci, être capable de dire « Ah, cette personne, je veux en entendre parler davantage. Okay? » Et le fait qu'on ait mis, par exemple, 15 pays, multi-sites, c'est parce que l'offre d'emploi présentait aussi ces éléments-là comme étant des éléments importants. Parce que le responsable RH devait être capable aussi de coordonner des activités sur plusieurs sites. Il était question pour nous maintenant de ressortir cet avantage. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait sur 15 pays et sur plusieurs sites. J'ai 13 ans d'expérience. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on a voulu positionner ce candidat lorsque le recruteur allait recevoir son offre, son CV en main. Et on est allé un peu plus loin. On n'a pas voulu s'arrêter simplement à cette description. On a voulu ajouter ces petites informations en bas. Pourquoi? Parce que chaque CV, chaque avis de recrutement qui est posté, chaque offre d'emploi, surtout pour les entreprises qui ont ce qu'on appelle en anglais ATS, Applicant Tracking System. Ce système qui reçoivent les CV et puis traque les CV pour chercher les mots-clés. Est-ce que votre CV contient les mots-clés qui sont contenus dans l'offre d'emploi? Donc, quand nous ajoutons ces éléments en bas, c'est pour augmenter les chances d'avoir, d'être sélectionné d'être trié, je devrais dire, par le logiciel. Parce que pour beaucoup d'entreprises, parce qu'on reçoit plein de candidatures, la première étape est gérée par le logiciel. Et pour que le logiciel fasse ce tri, il va aller chercher dans les CV certains mots-clés spécifiques que l'entreprise a identifiés. Mais parce que nous ne connaissons pas exactement quels sont les mots-clés de l'entreprise, c'est bien d'élargir un peu la base de données pour que d'une manière ou d'une autre, ces mots-clés-là puissent être contenus dans la base de données. Donc,
le descriptif qu'on met ici, ça couvre les mots-clés. Le paragraphe aussi, ça couvre les mots-clés. Et ce petit paragraphe encore en bas permet aussi de couvrir les mots-clés. Okay? Donc, le premier élément, c'est le titre et la description qui va avec. Le deuxième élément, c'est le résumé exécutif. Il faut considérer le résumé exécutif comme un pitch de vente. C'est-à-dire que si je suis coincé dans un ascenseur et je n'ai que 30 secondes ou bien 60 secondes pour me présenter à un potentiel recruteur ou bien un potentiel manager, il faut que je puisse avoir un pitch comme celui-ci qui débite très rapidement pour donner une idée très claire de qui je suis. C'est pour ça que nous faisons ce travail pour valoriser un peu plus. Okay? On a fait la même chose avec le prochain candidat et ça me permet aussi de dire que dans certains cas, on aura beaucoup de chiffres. C'est-à-dire, par exemple, celui-ci est dans le domaine des ventes, dans le domaine financier. Okay? Donc, très facilement, on peut avoir des chiffres, augmentation des chiffres d'affaires, augmentation des ventes, et ainsi de suite. Donc, dans certains cas, dans certaines industries, certains CV vont facilement avoir des indicateurs chiffrés. Mais pour d'autres, parfois, c'est un peu compliqué. Donc, ce n'est pas parce que le CV n'a pas ces indicateurs chiffrés que ce n'est pas un bon CV. Non. Les informations peuvent être quantitatives, ils peuvent aussi être qualitatifs. Ils peuvent être les deux à la fois. L'essentiel est qu'on puisse donner une information vraiment pertinente et que l'histoire que ces informations racontent puisse accrocher le lecteur et lui donner envie de continuer à lire et donc finalement nous appeler. Okay? Donc on a fait le même travail ici. Pardon. On a ajouté ce petit paragraphe qui est un résumé de ce que cette personne a déjà eu à accomplir. Et ce résumé, on le fait aussi de manière à pouvoir répondre à la vie de façon générale. Il faut toujours se référer à cela. Parce que si on veut nous recruter, c'est pour répondre à un besoin. Il faut donc que ce qu'on va présenter puisse effectivement se positionner comme une réponse à ce besoin-là. D'accord? Est-ce que jusqu'à présent, on est ensemble? Est-ce que dans le chat, je peux avoir un petit feedback, s'il vous plaît? Ça me permet de me rassurer que nous sommes ensemble. Ne vous inquiétez pas, je gère la situation, monsieur. Vous pouvez continuer. OK, OK. Non, c'est le moment pour savoir si le message est clair. Est-ce que je parle vite? Est-ce que je parle trop lentement? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que vous comprenez sur monsieur Patrick? Azra, oui, je pense que tout est clair chez eux. Vous pouvez continuer. OK, parfait. Donc, merci. Comme je ne vois personne, je vais me rassurer. OK. Alors, on a terminé avec la première portion du CV, c'est-à-dire le titre et le résumé exécutif qui va avec. Maintenant, on entre dans la partie dans laquelle généralement on présente son expérience professionnelle. Mais avant d'entrer dans cette partie, je voudrais dire la chose suivante. Il y a des éléments clés qu'il faut prendre en compte ici. Okay? Parce que ce qu'on va dire dans la partie qui va suivre, c'est un peu comme des déclarations. Et ces déclarations ne sont pas faites au hasard. La déclaration peut être faite pour dire « j'ai eu ce poste parce que j'étais en transition ». Peut-être que je remplaçais quelqu'un qui était en congé de maternité ou bien qui était en congé tout court, ou bien j'étais dans ce poste parce que je me formais pour accéder à un poste supérieur. J'ai eu ce poste parce que c'était une promotion. Okay? Donc, cette déclaration qu'on va faire permet de dire un peu le contexte. Il permet aussi de définir l'étendue de notre rôle. Je vais expliquer ça mieux quand je vais montrer un exemple. Okay? Donc, quand on voit cette déclaration, on doit voir jusqu'où allait notre niveau de responsabilité. Okay? Ça permet aussi de voir le contexte. Est-ce que c'était une entreprise, je ne sais pas moi, qui vivait le Covid? Est-ce que c'était une entreprise qui vivait une récession particulière? Est-ce que c'était une entreprise qui avait une particularité? Okay? Donc, quand on fait cette déclaration, on fait ressortir aussi ces informations-là. C'est très, très important. Le contexte du titre. Pourquoi on a ce titre-là? Pourquoi on occupe ce poste-là? Okay? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, par exemple, qu'on regarde le CV de gauche. Okay? Par exemple, elle avait dit expérience professionnelle de janvier à avril 2023, HR Officer en charge du projet, le plan de retraite. Okay? Elle a fait aussi un petit A, elle a fait un A et elle a fait un B. Alors, quand nous récupérons son CV, on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce CV raconte une histoire captivante? Premièrement, au lieu de dire expérience professionnelle, qui est un truc qu'on rencontre dans tous les CV ou bien qu'on rencontre dans la plupart des CV, qui peut être un peu bateau, qui peut être un peu familier, nous, on a choisi de dire expérience en leadership RH. Au lieu de simplement dire expérience professionnelle, on dit expérience en leadership RH. Donc, on se positionne déjà comme un leader RH. Ça commence à changer les choses. Deuxièmement, elle a dit qu'elle travaillait pour, elle a fait ce travail pour le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge. On se dit, OK, ce que nous, on va faire, on va bien mettre Comité international de la Croix-Rouge, on met la ville. Bon, certaines informations, je les ai enlevées pour garder un peu l'anonymat. Okay? On va mettre la ville, on va mettre le pays. Maintenant, on ne va pas simplement passer comme ça. Il faut qu'on dise un peu le contexte. C'est pour ça que cette partie est importante. Okay? Quel est le contexte pour votre titre? Quelle est la toile de fond de vos réalisations? Donc, c'était pour l'entreprise, c'était le Comité international de la Croix-Rouge. Maintenant, il faut marquer l'esprit du recruteur. Il faut marquer l'esprit du lecteur. Il faut qu'il sache qu'on n'a pas travaillé n'importe où. C'est pour ça que nous avons ajouté cette phrase en dessous en disant institution d'aide humanitaire qui emploie quelques 21 000 personnes dans plus de 100 pays. Ça veut dire que quand le recruteur reçoit le CV, il dit, mais tiens, ça veut dire que cette personne a travaillé dans le pareil contexte. Donc, le recruteur peut y commencer à s'imaginer dans son esprit comment vous pouvez être à l'aise dans son entreprise. Parce qu'elle va se dire, ah, mon entreprise est semblable à l'entreprise pour laquelle elle a travaillé il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si elle vient chez moi, elle sera à l'aise. S'il vient chez moi, il sera à l'aise parce qu'il a déjà eu à travailler dans ce genre d'environnement. Il maîtrise les contraintes d'un pareil environnement. C'est pour ça qu'on met ça. Et aussi parce que la réputation de l'entreprise a une influence sur notre propre réputation. Si, par exemple, je travaille pour une, ou bien j'ai travaillé pour une entreprise qui 4 fois a gagné le prix Nobel de la paix, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple, et je prends la peine de noter ça ici, okay, dans le Comité international de la Croix-Rouge qui a gagné 4 fois le prix Nobel de la paix, ça veut dire que moi aussi, je suis un membre important de cette organisation-là. C'est pour ça qu'on prend la peine d'ajouter cette information. Maintenant, au lieu de simplement mettre HR Officer en charge du projet plan de retraite, on dit HR Officer, ok? On fait un petit commentaire là-dessus. Okay? Par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? Recruter comme HR Assistant pour jouer un rôle clé dans la mission, dans la mise en place, pardon, de la stratégie RH de la délégation régionale couvrant 6 sites et ainsi de suite. On veut que le lecteur, on veut que le recruteur sache dans quel contexte on a travaillé. On veut qu'il s'imagine déjà pourquoi on a été recruté. Okay. Et comment est-ce qu'on a évolué dans ce travail? Parce qu'elle, par exemple, elle a été recrutée comme assistante. Et c'est après qu'elle est passée HR Officer. Okay. Et un élément important que nous ajoutons aussi, c'est par exemple ici, rend compte directement au directeur des ressources humaines. Pourquoi est-ce qu'on ajoute cette information? Parce qu'on veut que le recruteur comprenne notre niveau de responsabilité dans la hiérarchie. Quelle est la distance entre moi, le candidat, et le directeur, par exemple, ou bien le supérieur hiérarchique? Est-ce qu'il y a des personnes entre moi et ces personnes-là? Okay? Donc, ça permet justement de créer dans l'esprit du recruteur des images claires et il peut déjà nous positionner par rapport à l'entreprise pour laquelle on a travaillé, mais aussi par rapport à l'entreprise dans laquelle on souhaiterait travailler dans son entreprise. Il peut déjà se dire, OK, donc cette personne a déjà eu à travailler avec des membres du haut management. Elle a déjà eu à travailler avec en anglais on parle d'executive, so
ces personnes-là qui ont de hautes fonctions, de hautes responsabilités en entreprise. Okay? Donc, c'est ça l'intérêt de créer ce genre de paragraphe pour créer dans la tête des gens une histoire claire. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on donne d'autres informations. Et le lecteur se dit, ah, ben, tiens, je voudrais avoir une personne comme celle-ci en entretien. OK? Maintenant, quand on a dit qu'elle était HR Officer, on dit quelles ont été les responsabilités. Par exemple, en charge du projet de plan de retraite au Comité international de la Croix-Rouge. Okay. Maintenant, dans quel contexte elle est arrivée là-bas? Okay. Elle est arrivée là-bas parce qu'elle était chef de projet et sa mission, c'était réduire les plaintes en matière de paiement, de salaire notamment. Et pendant qu'elle était là-bas, elle a piloté un budget de 25 millions et supervisé une équipe terrain de 4 personnes. C'était une mission ponctuelle parce qu'elle remplaçait quelqu'un. Donc, ce petit paragraphe, ces 2 lignes mettent en contexte son poste. On comprend pourquoi elle est arrivée dans la mission. On comprend les réalisations. OK? On comprend aussi le type de budget qu'elle a eu à gérer. Et finalement, on comprend l'équipe qu'elle a eu à encadrer. Et si après, elle nous dit qu'elle n'était plus à ce poste-là, on comprend pourquoi. Parce que c'était une mission ponctuelle. Donc, quand on pose les choses de cette façon, on anticipe sur les questions que le recruteur peut nous poser pendant l'entretien. Parce qu'il va nous demander pourquoi vous n'êtes plus à cette poste, pourquoi vous n'avez fait que 6 mois, pourquoi vous n'avez fait qu'un seul mois. Donnez-nous un exemple de situation où vous avez encadré une équipe. Dès qu'on donne ces informations, le recruteur a déjà la possibilité d'avoir des réponses par rapport à ça. Et maintenant, en tant que chargée du projet, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Elle a assuré la liaison avec les 15 départements, les 15 délégations. Et là, en bas, on donne ce qu'elle a eu à faire concrètement. Elle a géré et traité 300 cas par mois. Et en bas, on donne quelques informations. Ensuite, elle a assuré un suivi complet de 95% des cas jusqu'au paiement. Également, on donne des informations. Et remarquez que quand on dit, par exemple, a assuré la liaison avec 15 délégations couvrant 15 pays, on ajoute en maintenant une communication efficace et une coordination interrégionale. Ça permet qu'on ne dit pas seulement ce qu'on a fait, mais on dit aussi comment on l'a fait. Peut-être que vous l'avez fait en créant une procédure. Peut-être que vous l'avez fait en développant une nouvelle approche. Peut-être que vous l'avez fait en mettant sur pied un nouveau système. C'est parfois des informations qu'on oublie quand on fait son CV, alors que ça raconte vraiment une histoire. Ça dit quelle est notre compétence. Ça révèle le caractère unique de notre approche. Et c'est pour ça que nous faisons les CV de cette façon-ci. Et nous avons fait la même chose avec ce CV. C'était la même logique. On a essayé de ressortir à chaque fois le caractère particulier de son poste. Okay? Par exemple, ici, on dit filiale du groupe international Advance, une institution de microfinance offrant une gamme de produits, ainsi de suite. Okay? Donc, allez à chaque fois chercher l'information qui fait la particularité ou de votre entreprise ou du poste que vous avez occupé. Parce que quand on met tout ça ensemble, ça permet de raconter une histoire. Je prendrai les détails ici parce qu'on l'a déjà fait avec le CV précédent. Okay? Donc, si on le fait un petit résumé, voici le CV avant, qui véritablement est une liste d'activités. Okay? Cette liste d'activités-là ne raconte pas véritablement une histoire. Et ce CV ressemble à un master CV, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment orienté vers un poste particulier de la gestion des ressources humaines. C'est assez vague. Il faut donc le préciser et faire qu'il soit orienté vers un poste bien précis. C'est pour ça que nous sommes passés de ce CV avant pour celui-ci, que nous avons étudié tout à l'heure. Okay? Certaines personnes aiment mettre les formations en début. Nous, on a préféré mettre ça à la fin parce que ce qui était important, ce n'était pas les diplômes que la personne avait, mais les réalisations, l'impact sur le terrain.
C'est ce qu'on a voulu mettre en avant ici. C'est pour ça qu'on a commencé par ces informations-là. Okay? Parce qu'il faut que cette première partie du CV, cette première page, soit suffisamment captivante pour que le recruteur ait envie de lire les prochaines pages. Et s'il nous arrêtait qu'à cette première page, il faut qu'il ait envie de nous appeler parce que la première page a été suffisamment captivante. Un autre exemple est celui-ci, le deuxième exemple. Voilà à quoi ça ressemblait au départ. Et voilà à quoi ça ressemble à la fin. Je sais que c'est très petit pour vous pour lire, mais bon, j'espère qu'en expliquant, vous avez la possibilité de mieux comprendre ce qui est mentionné là. Okay? Donc, voilà un peu les éléments que j'ai voulu partager avec vous. Et pour faire tout ceci, on s'est appuyé un peu sur ce que nous appelons dans notre équipe la méthode Sherlock Holmes. C'est-à-dire que Sherlock Holmes était un détective, je crois qu'il était anglais, et il avait l'habitude, ou bien il avait la particularité de mener des enquêtes de façon assez pointue, parce qu'il avait un sens de l'analyse très, très poussé. Il avait un esprit très, très critique. Donc, quand vous voulez rédiger votre CV, demandez-vous qui est impliqué dans ce que vous avez fait. Peut-être que vous avez eu cette réalisation en encadrant une équipe de 5 personnes, de 6 personnes. Peut-être que vous avez eu à travailler en relation directe avec le chef d'entreprise ou bien le directeur des ressources humaines ou le directeur financier ou le directeur comptable. Quelles sont les personnalités qui ont été impliquées dans ce que vous avez fait? Parfois, on oublie ça. Or, intégrer ces personnes-là dans son CV permet de raconter vraiment une histoire, permet de dire quelque chose de particulier, parce qu'on comprend l'impact qu'on a créé sur le terrain. Et donc, non seulement on va chercher qui était impliqué, quelles étaient les personnalités principales, les personnages principaux, mais aussi quels sont les résultats qu'on a obtenus. Peut-être on a augmenté le chiffre d'affaires de 15%. Non seulement les résultats, mais en combien de temps? Ça permet aussi de voir quel est notre niveau de compétence. Peut-être ce chiffre d'affaires a été augmenté de 25% en seulement 6 mois. Ça peut être une information importante si en général les gens le font en 1 an. Mais si vous venez de le faire en 6 mois, c'est frappant, c'est important. Dans quel contexte? Est-ce que c'était en pleine crise économique? Est-ce que c'était en plein Covid? Est-ce que c'était en pleine restructuration? Est-ce que c'était en pleine fusion, acquisition? Dans quel contexte est-ce que vous avez eu à faire ce que vous avez fait? Ça donne encore une information particulière. Okay? Et pourquoi est-ce que votre contribution a été importante? Pourquoi? Si vous évaluez le contexte, si vous évaluez le temps, si vous évaluez les résultats en eux-mêmes, pourquoi ça a été important? Peut-être parce que ça a permis que l'entreprise épargne de l'argent. Peut-être parce que ça a permis que l'entreprise recrute des talents qui ont boosté la performance de l'entreprise. Peut-être parce que ça a permis que, voilà, qu'on évite des licenciements massifs et bien d'autres raisons auxquelles on pourrait penser. Okay? Il faudra dire pourquoi c'est important. Et comment est-ce que vous avez obtenu ces résultats? C'est quoi la méthode? Peut-être qu'on ne peut pas entrer en détail dans la méthode, mais vous pouvez au moins trouver le moyen de signaler que vous avez mis en place un système, vous avez mis en place une approche, vous avez mis en place une façon de faire, vous avez rédigé des procédures qui ont pu permettre qu'on atteigne les résultats qu'on a obtenus. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'imagine qu'il y a des questions. Je vais donc rester disponible à ces questions-là. Voilà, vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur Patrick. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je vais arrêter le partage. Je répète, pour ce... Ewango, la parole est à vous. Ewango? Ewango, la parole est à vous. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Ewango depuis la République démocratique du Congo. Alors, j'ai religieusement suivi Monsieur Patrick, que je remercie. Je viens de réaliser combien je m'ai trompée lorsqu'il s'agissait de rédiger mon CV. Merci beaucoup. Alors, ma question, rapidement, je vais la poser. Je voudrais savoir, Monsieur Patrick, comment on peut concevoir un CV captivant
lorsque peut-être on n'a qu'un bac et que à côté de ça, on a quand même fait de formations, plusieurs formations qui peuvent mettre notre CV en valeur, mais le côté, tout simplement, le côté, voilà, le niveau d'études qui peut être un bloc. Est-ce que ça peut constituer un bloc? Ou je pense que c'est une question à deux volets. Comment concevoir un CV captivant lorsqu'on a un niveau un peu plus bas et comment mettre en valeur ces formations sur son CV? Voilà. OK, merci. Oui. Je pense que la première chose qu'il faut dire ici, c'est le Mhm, CV qui sera rédigé et donc qui se voudra captivant doit être aussi mhm, en fonction de l'avis de recrutement, de l'offre qui est disponible. Donc, tout ce que nous allons faire dans la mise en place ou bien dans la rédaction de ce CV, quand je dis nous, ça peut être vous, hein, vous qui postulez, tout ce que vous pouvez faire, vous devez vous rassurer que votre CV est en train de répondre à une préoccupation, que votre CV est en train de répondre à une question que l'entreprise se pose. Et c'est pour ça qu'il veut recruter quelqu'un. Okay. Donc, dans certains cas, votre baccalauréat sera exactement ce que l'entreprise a recherché. Mais dans d'autres cas, ce ne sera pas exactement ça. J'ai cru percevoir dans la question qu'il s'agissait aussi de dire, si je n'ai que le baccalauréat, comment est-ce que je peux le valoriser pour pouvoir postuler peut-être pour un poste qui demande une expérience ou bien un diplôme plus élevé. Moi, dans ma carrière de recruteur, parfois, même si on avait précisé qu'on veut tel diplôme ou bien telle caractéristique par rapport au profil du candidat, il arrivait parfois qu'on ne prenne pas ça en compte. Donc, parfois, on passait un peu outre. Donc, il est possible que ça tombe devant un recruteur qui est assez flexible. Bon, si c'est passé par le logiciel qui trie automatiquement, ça peut être un peu différent. Donc, première chose, se rassurer que notre CV est une réponse à l'offre ou bien à l'avis de recrutement qui est posté. Maintenant, le bac que vous avez peut effectivement être le diplôme qui est recherché, donc ça marche. Souvenez-vous aussi que toute expérience est une expérience utile. C'est-à-dire, parfois, on a l'impression que parce que je n'ai que le bac ou alors parce que je n'ai pas encore vraiment travaillé en entreprise, je n'ai pas grand-chose à offrir. Non. Peut-être qu'on n'est pas encore travaillé en entreprise, mais étant au lycée, étant au collège, vous avez été peut-être président d'une association ou présidente, ou bien ouais. secrétaire général, ou bien trésorier. En tant que présidente, en tant que secrétaire, en tant que trésorier, qu'est-ce que vous avez fait? Et vous pouvez effectivement récupérer cette expérience-là et mettre dans votre CV. Okay? Ce ne sera plus forcément expérience professionnelle, mais ça peut être, je ne sais pas trop comment est-ce que je pourrais appeler ça, ça peut être, euh, ça peut être une expérience professionnelle, mais pas forcément dans le cadre d'une entreprise. Vous pouvez l'appeler expérience technique. Ça peut être expérience extra-professionnelle, OK? Ou bien expérience en leadership, ou bien en gestion d'équipe, par exemple. Okay? Si vous vous rendez Mhm. compte que le poste pour lequel on veut recruter quelqu'un est un poste qui demande une expérience dans la gestion d'équipe, ou bien une expérience en leadership, ou bien une expérience en communication, au lieu de mettre expérience professionnelle, mettez simplement expérience en communication, par exemple. Et là, vous dites que de telle année à telle année, vous avez été responsable de la communication du club journal de votre lycée, par exemple. Ou bien que de telle année à telle année, vous avez été présidente de l'association des femmes dynamiques de votre communauté. C'est une association, le petit message qui vient en bas, c'est une association qui comporte 250 femmes, par exemple. Et la mission, c'est de faire X, Y, Z.
Donc, tout de suite, on voit le genre de leadership que vous avez développé. Donc, si vous n'avez pas encore travaillé en entreprise, c'est OK, pas de souci. Allez maintenant rechercher dans votre expérience passée, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Toute expérience est utile. Vous allez me dire, OK, je n'ai peut-être pas d'expérience, d'accord. Mais peut-être que vous êtes maman et vous avez eu à vous occuper de vos enfants. C'est une expérience. C'est aussi, il faut avoir un certain leadership pour pouvoir s'occuper des enfants et d'une famille. Peut-être que vous êtes occupé de vos frères ou de vos sœurs. Donc, toutes ces petites expériences de la vie là peuvent être exploitées. Mais il suffit que ce soit positionné d'une certaine façon sur son CV. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Je retiens toute expérience est une expérience utile. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Super. Passons maintenant à Fahad Salami. Fahad Salami, la parole est à vous. Fahad Salami. Fahad? Je ne sais pas si c'est le problème chez moi. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui, on t'entend très bien. Donc, je crois qu'il y a un problème chez Fahad Salami. Jusqu'à son arrivée, passons aux questions sur le chat. Bonjour, j'aimerais savoir quand est-ce que sur la petite présentation sur l'état civil, on n'a plus besoin car il y a certaines entreprises qui exigent. Lydia. Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît, Malak? J'aimerais savoir quand est-ce que la petite présentation sur l'état civil est demandée. On n'a plus besoin car il y a certaines entreprises qui l'exigent, Lydia. OK. J'espère que j'ai compris la question. Ce que je peux dire par rapport à l'état civil et autres, je crois que je l'ai signalé un peu plus haut, c'est référez-vous aussi à la culture de votre pays d'origine. C'est-à-dire que si vous vivez dans un pays, dans une communauté où, quand vous faites un CV, on s'attend à ce que vous mettiez votre état civil, OK, respectez ça. Je sais que dans beaucoup de pays, ce n'est plus nécessaire. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas demandé. Au Canada, par exemple, lorsqu'on fait un CV, mettre, par exemple, qu'on est maman de 3 enfants, ou bien qu'on est marié, ou qu'on est catholique, musulman, protestant, bouddhiste, c'est discriminatoire. Donc, au Canada, ce n'est pas permis de mettre ça. Mais je peux comprendre que dans d'autres parties du monde, ce soit demandé. Donc, si c'est le cas dans la partie du monde où vous vivez, OK, respectez ça. Mais si c'est le cas ailleurs, si ce n'est pas le cas ailleurs, OK, ne mettez pas. Moi, en tant que recruteur, ça ne m'aide pas de savoir que le candidat que je vais recruter est un candidat chrétien, musulman, ou bien qu'il a des enfants ou pas. Si je veux vraiment avoir ces informations, je peux les avoir sans avoir à regarder sur son CV. Même simplement en échangeant avec la personne, je peux comprendre si elle est mariée ou pas, si elle a des enfants ou pas, et ainsi de suite. Donc, chez nous au Canada, par exemple, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas légal de mettre ça. Mais si dans votre communauté, dans votre pays, c'est exigé, alors c'est mieux de respecter ce qui est exigé dans votre pays. Super. Revenons à Fahad Salami. Fahad Salami, la parole est à vous. Fahad Salami. Tout le monde, est-ce que vous pourrez m'entendre? Oui, nous pouvons vous entendre maintenant. Allô? Oui, oui, nous pouvons vous entendre. D'accord, j'ai une question à poser. Tout d'abord, bonsoir, bonsoir, Monsieur Patrick, bonsoir, Malak. J'ai une question concernant
les mots-clés. Oui. J'aimerais savoir si les mots-clés sont-ils pertinents par rapport à la description du poste. Est-ce que vous pouvez préciser un peu la question, s'il vous plaît? Concernant les... Monsieur Patrick, vous avez parlé concernant les mots-clés. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce que les mots-clés, mes mots-clés que je vais mettre, sont-ils pertinents par rapport à la description du poste ou bien c'est le poste, je dois décrire le poste par rapport aux mots-clés? Oh, ok, d'accord. Je crois que j'ai compris la question. En fait, la démarche est la suivante. Les mots-clés que vous utilisez dans votre CV sont inspirés de la vie de recrutement que vous avez, de l'offre d'emploi que vous avez. Si vous avez une offre d'emploi où on vous a dit être capable de travailler sous pression, ça veut dire que travailler sous pression est un mot-clé. Si on vous a dit être capable de gérer une équipe, ça veut dire que la gestion d'équipe fait partie des mots-clés. Si on a dit travailler à la satisfaction des clients, ça veut dire que satisfaction client fait partie des mots-clés. Maintenant, si on ne fait pas attention, toute la vie de recrutement risque de devenir un mot-clé ou bien devenir des mots-clés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de prendre tout ça et transformer en mots-clés. Mais quand on lit son offre d'emploi, si on lit bien, si on regarde bien entre les lignes, on va avoir quelques indications de qu'est-ce qui est mot-clé. Ça peut dépendre de quel est l'impact de ce mot-là. Par exemple, quand on dit satisfaction client, si effectivement on postule pour un poste où on est en relation très souvent avec des clients, c'est clair que la satisfaction client devient un mot-clé. Parce que lorsque le client est satisfait, ça impacte vos réalisations et donc vos accomplissements et tout le reste. Donc, automatiquement, ça devient un mot-clé. Donc, il faut trouver ces mots-clés en fonction de ce qui est écrit dans la vie. Donc, c'est en regardant la vie, c'est en regardant l'offre qu'on identifie les mots-clés. Mais parce qu'on n'a pas la garantie de ce que le mot qu'on a choisi est le mot-clé que l'entreprise aussi a choisi, il faut donc multiplier dans son CV des occasions ou des endroits où on peut insérer des mots-clés de manière à pouvoir multiplier ses chances. Donc, quand on est en train d'écrire son CV, de rédiger son CV, il faut pouvoir utiliser, autant que faire se peut, les mêmes mots qui ont été utilisés dans le CV. Travailler sous pression, satisfaction client, travailler en équipe, collaboration, partenariat. Donc, ces petits mots qui sont utilisés dans la description, dans l'offre d'emploi, précisément là où on donne les responsabilités que vous êtes appelés à mener, utilisez ça pour vos mots-clés. Ok, merci infiniment. J'ai vraiment compris. Ok. Pardon? Il a compris. Ok, d'accord, merci. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je répète, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense que tout est clair chez les participants. Dernière tentative. Allez, Malak, avant qu'on termine. Oui? Oui, avant qu'on termine, pendant qu'ils réfléchissent encore, s'ils ont une dernière question, je voudrais les inviter un peu à écrire dans le chat. Quelle est une chose qu'ils pensent pouvoir améliorer sur leur CV après la communication de ce soir? C'est-à-dire que
voilà, on a fait un atelier pratique. J'ai voulu que ce soit vraiment pratique et qu'on puisse voir la transformation qui peut s'opérer. Et merci pour Ewango avec son témoignage au début. Quelle est une chose que chacun pense pouvoir transformer ou bien améliorer son CV après notre conversation d'aujourd'hui? Dans le chat, s'il vous plaît. Vous pouvez répondre à la question en écrivant sur le chat. Allez! Allez, pour ceux qui veulent répondre à la question de Monsieur Patrick. C'est obligatoire, hein? Oh, Malak, vous Oh là délivrez les là là là. certificats de... Pendant qu'ils écrivent, Malak, j'ai une question pour vous. Vous délivrez les certificats de participation? Oui, exactement. Chaque participant aura un certificat de participation à la fin du séminaire. La mise en forme, Mohamed Abdallah. La mise en forme, OK. Monsieur? OK, parfait. OK, qui d'autre? La présentation, Lydia. La femme rédaction, Fahad Salami. Azra Mohamed, pour répondre à la question, vous devez l'écrire sur le chat. Luna, comment mieux mettre en valeur mes activités associatives suivant l'endroit où je vais postuler? Ah là, ça c'est très très beau. OK, d'autres? Quelqu'un d'autre? Je pense que Azra a quelque chose à dire. Azra, vous écrivez votre réponse via le chat. Moi, je changerai le côté expérience professionnelle comme j'avais l'habitude de l'écrire. Ewango. OK, d'accord. Eh bien, je crois qu'ils ont bien eu beaucoup d'informations. Bien sûr, qui ne peut pas apprendre de nombreuses informations avec Patrick? Merci beaucoup, merci. OK, ben écoutez, ça a été un vrai plaisir. Et puis, que vous ayez pu écrire dans le chat ou pas, merci de m'avoir accordé 1 heure de votre vie. J'espère que moi, en retour, j'ai pu honorer cette confiance et que je vous ai donné quelques clés, quelques outils qui vont véritablement vous permettre de faire la différence. Le deuxième CV qu'on a utilisé tout à l'heure, que j'ai présenté, cette personne avait 12 ans d'expérience. Et à un moment donné, elle s'est fatiguée de postuler et donc s'est découragée et a arrêté de postuler. Mais quand on a travaillé ensemble, la semaine qui suivait, le CV qu'on a utilisé, elle a eu un entretien d'embauche, elle est passée en entretien d'embauche. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment important de prendre en considération ces changements, cette transformation, parce que ça permet de faire la différence. Je vous en prie. Prenez ça au sérieux. Il y a Azra qui dit, je vais tout changer. Je vais tout changer déjà maintenant. Je vais adapter mon CV en fonction de l'offre où je veux postuler. En plus, je vais valoriser mes formations, notamment le domaine associatif, le travail de groupe, etc. Absolument. Absolument. Donc, dernière chance pour poser vos questions à Monsieur Patrick avant de terminer ce séminaire. OK. Azra, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir, Madame Malak. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Monsieur Patrick, pour cette formation. Vraiment, on se rend compte qu'on rédigeait mal nos CV. Merci beaucoup. Moi, ma question, c'est concernant parce que dans le CV, il y a une partie où on ajoute les centres d'intérêt. À quel moment exactement on parle des centres d'intérêt dans le CV? Alors, puisqu'on n'a pas abordé les lettres de motivation, souvent ce que je conseille, c'est de mettre ces centres d'intérêt-là dans sa lettre de motivation, mais pas simplement sous forme de tiret ou bien sous forme
d'astérisque, quelque chose comme ça. Mais pendant qu'on construit un paragraphe, on peut faire ressortir cette information dans la lettre de motivation. On peut aussi, dans certains cas, présenter son centre d'intérêt ou bien ses centres d'intérêt dans son CV si on est convaincu que ce centre d'intérêt-là va avoir un impact sur sa candidature. Par exemple, j'aime jouer au football et bien, le football, de façon générale, m'intéresse, c'est un centre d'intérêt pour moi. Mais le football, en tant que tel, si je le mets sur mon CV, ne donnera strictement rien à ma candidature, alors je n'ai pas besoin de mettre ça. En revanche, si mon centre d'intérêt, par exemple, c'est le football, et que dans ce cadre-là, j'ai eu à encadrer peut-être une équipe de jeunes de mon quartier, à travers une équipe de football dans mon quartier, alors je mets mon centre d'intérêt dans mon CV, mais pas simplement un tiret centre d'intérêt football. Non, je mets le football, mais je mets une petite phrase à côté pour expliquer que le football est mon centre d'intérêt et que dans ce cadre-là, j'ai eu à accompagner des enfants ou bien je suis le coach d'une équipe de football de jeunes de mon quartier où il y a peut-être 15 enfants. Ça démontre que j'ai les capacités de coaching. Ça démontre que je peux faire passer un message. Ça démontre que j'ai aussi le cœur pour développer la jeunesse. Donc, il y a un ensemble d'informations qui transparaissent avec ce centre d'intérêt-là. Donc, ne mettons pas les centres d'intérêt juste pour occuper l'espace ou bien parce que les CV classiques nous font comprendre qu'il faut mettre les centres d'intérêt, mais mettons les centres d'intérêt parce que c'est utile. Et la règle générale est la suivante. Toutes les informations qu'on met sur le CV devraient être capables de nous aider à décrocher le poste. Donc, posez-vous la question, est-ce que cette information peut m'aider à avoir le poste? Si c'est oui, mettez sur le CV, mais rassurez-vous que ça raconte une histoire qu'il y a derrière. Mais si la réponse est non, et donc l'information ne peut pas vous aider à décrocher le poste, oubliez ça. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Patrick, c'est très bien compris. Je pense que même on peut appliquer ça même au niveau des différentes formations qu'on a fait. Il y a des formations, par exemple, qui ne seront pas utiles dans un poste et qui seront utiles plutôt pour un autre poste. Donc, je pense que Exactement. les formations qui ne sont pas vraiment utiles, si elles ne sont pas utiles, on n'a pas besoin de les ajouter. Ou peut-être parfois même, ils peuvent diminuer peut-être nos chances d'être recrutés. Je pense avoir très bien compris. Merci énormément encore pour cette formation. Merci Avec beaucoup. plaisir. Avec plaisir. Merci infiniment. Super. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut poser sa question avant de terminer ce séminaire? Donc, je crois que tout est compris et clair. À la fin de ce séminaire, Monsieur Patrick, voulez-vous ajouter quelque chose? Je vais simplement dire merci à chacun pour la participation. Le fait que vous soyez là suppose que vous voulez vraiment transformer votre carrière. Je sais qu'il y a des challenges au quotidien. Je sais qu'il y a des difficultés. Je sais que vous postulez, mais personne ne vous répond. Vous postulez, mais c'est comme si personne ne vous voit. N'hésitez pas, continuez. Participez à des sessions comme celle-ci. Apprenez davantage, corrigez, améliorez, et je vous assure, ça va finir par mort. Il y a la récitation qui dit « Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse ». Okay? Tant que vous avez le temps, vraiment postuler, rassurez-vous de comprendre ce que l'entreprise recherche et rassurez-vous que votre CV est une réponse à ce que l'entreprise recherche. Il n'y a pas de raison que finalement votre tour d'être recruté n'arrive pas ou votre tour d'être promu n'arrive pas. Donc, gardez la foi, gardez courage, continuez, améliorez-vous au quotidien et ce poste que vous convoitez sera bientôt à vous. Merci infiniment à vous, Monsieur Patrick, pour avoir accepté notre invitation et pour tous vos efforts et ce merveilleux séminaire et présentation.
Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Attention, pas d'inscription au formulaire, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières activités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités étudiantes. Pour nos étudiants, nous vous encourageons de participer à l'ambassadeur du savoir hebdomadaire et ceci en étant la personne qui donne plus de publications pendant la semaine. Merci à vous tous et nous vous verrons, Inch'Allah, dans notre formation, séminaire ou atelier. Et nous vous souhaitons un bon fin de Ramadan et un joyeux Eid el-Adha, Eid el-Fitr, pardon. Et nous vous souhaitons également une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît faire en sorte de vous inscrire au formulaire du certificat de participation pour être capable de recevoir votre certificat de participation.